Bonjour à toutes et à tous, c'est Loïc Guine, producteur de lait en Ille-et-Vilaine, entre Rennes et Fougères, président de la Chambre d'agriculture d'Ille-et-Vilaine, et en charge avec Gaëtan Lessayec des sujets énergie, changement climatique. Écoutez, bienvenue à ce forum. Je le disais hier soir, on ne l'a peut-être pas fait exprès, mais ça correspond aussi avec le début de la COP 30. Il me semble qu'on est arrivé à la 30, qui va se passer au Brésil. Et on voit bien que dans les instants, dans ces moments, dans ces années, parler de climat, parler de l'arbre, parler de ces sujets importants pour notre avenir sont de plus en plus compliqués. Très clairement, depuis longtemps, on nous rabâche, je dirais, les oreilles pour nous dire faites attention, agissez, le réchauffement climatique est en train d'arriver, on va essayer de le contenir à plus 1,5. Je pense qu'aujourd'hui on est plutôt en train de nous dire on va essayer de le contenir à plus 4. Alors tout ça c'est plus 4 ou plus 1,5 par rapport à la période pré-industrielle. Alors, malgré tout c'est quand même une hausse de température, on le voit je dirais tous les jours, on l'a vu cette année, même si globalement en agriculture les rendements ont été convenable à même, voire très bon. J'entendais un collègue hier me dire qu'il a réussi à récolter 145 quintaux secs de maïs sur des parcelles. Alors sans doute des très bonnes parcelles, malgré tout, c'est quand même et sans irrigation. Hein. Donc ça veut dire que ce sont des rendements exceptionnels. Malgré tout, on a un problème. En ce moment, vous avez des sources qui sont à sec et nous sommes début novembre. Les gens font du blé, ils ne le font pas dans la poussière, ne sont pas en train de semer le blé dans la poussière, mais la terre ne colle pas à la charrue. Donc, à la date où nous sommes, ça nous pose question. Nous ne sommes plus en vigilance sécheresse, y compris en Ille-et-Vilaine, mais c'est limite. Donc, il y a un gros sujet, un sujet important, et j'ai pas l'impression, et je vous disais tout à l'heure, en démarrant, que ces sujets sont de moins en moins audibles. Et j'ai quand même une grosse impression qu'on pense plus à notre business et qu'on verra, en fait, et en se disant on verra demain ce qui se passera. Et ça, très honnêtement, moi je suis inquiet, hein, et je ne le dis pas parce que je suis là et parce que je suis devant vous. Je disais encore à mon épouse hier soir, enfin pas hier soir, mais avant-hier soir, je dis j'ai l'impression qu'on est quand même un peu mal barré. On ne prend pas les choses par le bon bout. Moi, dans nos instances, quand on réfléchit par exemple à la nouvelle programmation de la PAC, je vois bien que ces sujets-là sont... arrêtez de nous casser les pieds avec ça, on va trouver des solutions et puis on verra bien. Et ça très clairement, ça m'inquiète, mais ça m'inquiète d'autant plus que quand c'est loin de chez nous, bon, on se dit c'est loin. Mais ça se rapproche. Il suffit de voir cet été ce qui s'est passé dans le sud de la France, dans l'Aude, et que vous entendez des responsables professionnels vous dire ça se passe parce qu'on n'a plus d'agriculture, parce qu'on n'a plus d'élevage, parce que. Ça veut dire que, et quand vous écoutez ça et que vous mettez en comparaison les cartes d'un certain nombre de climatologues, de ce que pourrait être la Bretagne dans les années 2050, je veux dire qu'il est plus que temps d'agir. Il est plus que temps d'agir, et je disais à des journalistes il y a quelques semaines que nous commençons une réflexion sur la PAC, et que cette PAC devrait peut-être davantage nous aider à influencer des changements de pratiques et des changements d'orientation. On a parlé de la haie, Monsieur Duprat hier nous a parlé de la haie, mais on va en reparler ce matin. On va reparler d'un certain nombre de sujets ce matin qui concernent ça, et je pense qu'il faut que ces budgets publics influent davantage pour nous préparer à ce qui pourrait nous arriver et ce qui nous arrivera si on n'est pas préparé. Donc voilà ce que je voulais vous dire en introduction de cette journée. On va, je crois, démarrer sur la haie, sur le besoin des arbres. Je vois Benoît, il va sans doute nous parler un peu de prairies, puisque c'est son thème cher. Donc voilà des enjeux sur lesquels il faut absolument qu'on s'attache et qu'on intensifie nos réflexions et nos travaux. Merci.
Bonjour à tous. Donc, je suis Laurence Lignot, chargée de mission climat carbone à la Chambre d'agriculture. Et voilà, donc on est ensemble pour la journée. Bonjour à ceux qui arrivent aujourd'hui et à ceux qui étaient déjà là hier. Hier, on a eu une soirée intense et passionnante sur le sujet de l'arbre, agroforesterie et aussi l'agrivoltaïsme et les liens qu'il peut y avoir entre les deux ou pas. Voilà. On continuera sûrement à en parler aujourd'hui. Pour la journée d'aujourd'hui, donc on a un premier temps qu'on a choisi autour de la question de l'arbre, question centrale quand on parle de changement climatique, de carbone et d'énergie. Voilà, donc on aura 2 interventions au sujet de l'arbre, puis une table ronde. Ensuite, sans pause, on ira vers un deuxième sujet qui est le sujet de la stratégie d'entreprise, la stratégie de l'entreprise agricole face aux questions d'énergie et de changement climatique, puisqu'on se rend compte que quand on apporte du conseil aux agriculteurs sur ces sujets-là, on rentre tout de suite dans leur stratégie pour le moyen terme et on a une vision tout de suite grand angle de l'exploitation agricole. Donc comment on réussit ça? Comment on arrive à intégrer ces sujets-là? Donc ce sera la deuxième partie avec un témoignage d'agricultrice, un retour d'expérience sur le programme Climatera et à nouveau une table ronde. Ensuite, nous mangerons, et nous allons bien manger, c'est sûr. On a testé hier déjà. et par contre, 13h45, on vous invite donc à rejoindre les voitures qui seront signalées sur le parking pour partir en visite, puisque nous avons 2 circuits de visite. Un qui va être orienté sur le bois, la méthanisation et le solaire, donc plutôt énergie. Et un deuxième circuit de visite qui sera plutôt sur la stratégie bas carbone d'exploitation agricole, de banque et de l'AITA aussi. Voilà, donc nous irons à la rencontre de ces acteurs-là. Les interventions ce matin sont enregistrées en vidéo, donc elles seront, ce sera possible de les retrouver sur Internet à la fin du forum qui se termine après le 18 novembre, puisqu'il y a des webinaires qui vont suivre cette journée. Et dernière information, il y a dans le couloir, là où on va manger et là où vous avez pris le café, un mur d'expression qui est animé par Mathieu et Maïna. Et donc, vous pouvez laisser vos idées sur des petits post-it. L'idée, c'est de construire ensemble l'avenir de notre agriculture. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et on passe la parole à Eva qui va commencer sur le thème de l'arbre. Vous m'entendez? Très bien. Donc, bonjour à tous. Donc, pour introduire cette séquence sur l'arbre, nous allons d'abord commencer par quelques rappels non exhaustifs des différents services que les éléments arborés peuvent fournir et apporter pour plus de résilience et de durabilité pour nos systèmes agricoles. Donc, lorsqu'on évoque l'arbre dans l'espace agricole, on évoque en fait différentes infrastructures arborées, que ce soit des vergers, des aliments d'arbres, les ripisylves en bordure de cours d'eau. Et en Bretagne, l'une des infrastructures la plus commune reste la haie, qui constitue donc nos paysages bocagers. Sur ces photos, donc on se situe dans le secteur sud-ouest de Plédran. Ces photos illustrent les modifications paysagères qui ont suivi les réaménagements liés au remembrement agricole. Donc on constate une disparition des vergers, des arbres intraparcellaires et une dédensification aussi du maillage bocager. Donc ces modifications, si elles ont répondu à des attentes, des besoins d'évolution de nos systèmes agricoles et de modernisation, elles ont néanmoins contribué à l'apparition de certaines vulnérabilités, des vulnérabilités aujourd'hui qui s'accruent dans un contexte de changement climatique et qui posent question du coup sur la durabilité de nos systèmes agricoles. Donc c'est pourquoi on essaie d'identifier et de favoriser une multiplicité de fonctions liées du coup aux arbres. Donc vous avez un aperçu des différentes fonctions qu'on peut attribuer aux éléments arborés. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chacune, on n'aura pas le temps, donc je vais essayer de me concentrer sur quelques exemples. Donc, dans un premier temps, l'une des grandes fonctionnalités qui est reconnue à l'arbre et à la haie, c'est le rôle d'anti-érosion.
Donc c'est un rôle qui est important en Bretagne. Il faut savoir qu'on a quand même 18% des sols bretons qui sont considérés et comme ayant un risque d'aléa d'érosion élevé. Donc la haie, notamment quand elle est plantée sur talus, ou même les éléments arborés, vont avoir un rôle d'obstacle pour bloquer les particules. Et grâce à l'apport de matière organique et à leur système racinaire, ça va aussi favoriser l'infiltration de l'eau. Donc on va diminuer l'effet de ruissellement qui emporte les particules. Donc vous voyez par exemple une haie dense, elle peut retenir jusqu'à 75 à 99% des particules qui sont emportées par l'eau. Pour illustrer ça, je vous ai mis cette photographie d'alignement d'arbres intraparcellaires qui a été plantée il y a 7 ans. Ça n'a pas été du tout planté sur talus, ça a été planté à plat, on est sur une parcelle en pente. Donc là, ce que vous voyez, c'est en fait le résultat d'un effet de terrassement qui s'est formé en seulement 7 ans. Donc on peut voir à quel point l'érosion peut être importante. Et pour vous chiffrer un petit peu ceci, pardon. Désolée. Ça ne veut pas passer. Ah, voilà. Pour vous chiffrer ceci, j'ai pris un exemple d'un sol limoneux de 60 cm d'épaisseur. Et donc la perte d'1 centimètre de sol, ça correspondrait à une perte de 140 tonnes de sol à l'hectare. Donc c'est conséquent. Il faut savoir que c'est les particules les plus fines, les matières organiques, les argiles, qui vont être les plus facilement érodées, exportées. Donc c'est pourtant des éléments qui sont essentiels pour la fertilité de nos sols et la structure de nos sols. C'est des éléments aussi qui vont jouer sur la capacité de stockage en eau de nos sols agricoles. Donc si je reviens justement sur mon exemple de sol limoneux, une perte de 1 cm de sol, ça équivaudrait à une perte en réserve utile d'environ 2 litres d'eau par mètre carré. Voilà. Donc c'est pour ça que la protection de la ressource sol, elle a un lien important aussi pour notre protection en ressources eau sur l'aspect quantitatif. Le système racinaire des haies et des arbres favorise aussi une meilleure infiltration de l'eau. Donc on va avoir moins d'eau qui va ruisseler et partir directement dans les cours d'eau. Donc c'est aussi une manière d'améliorer, de garder en tout cas davantage d'eau en stock dans nos sols agricoles. Donc ça, c'est à l'échelle de la parcelle. À l'échelle de l'agroécosystème, cette meilleure infiltration de l'eau, elle va notamment atténuer les risques d'inondation. Et moi, je voulais aussi porter une réflexion sur la notion du cycle de l'eau verte. L'eau verte, il faut savoir, en fait, c'est l'eau qui est évapotranspirée par les plantes. Et il a été démontré que 60% de la masse des précipitations serait constituée d'eau verte. Il y a des études à travers le monde qui commencent à démontrer un lien entre des baisses de précipitations dans des régions qui ont été déforestées. Donc autrement dit, ça voudrait dire que l'arbre pourrait appeler un petit peu, en quelque sorte, la pluie. Donc il n'y a rien qui mesure l'influence du bocage sur la pluviométrie en Bretagne, mais on pourrait penser qu'il y aurait un lien. Donc là, on commence à évoquer des notions une fonctionnalité climatique de l'arbre. Je vais en évoquer d'autres assez rapidement. Je laisserai ma collègue Véronique rentrer un peu plus dans le détail sur cette thématique-là à l'aide d'exemples concrets. Mais dans les grandes lignes, donc, l'arbre et la haie participent à une régulation climatique assez locale par différents effets, notamment l'effet brise-vent. Donc l'effet brise-vent, cela consiste en fait à freiner le vent et à protéger les cultures des dégâts mécaniques tels que l'averse ou de l'évapotranspiration, limiter leur évapotranspiration. Donc il existe des études depuis les années 70 qui ont démontré un intérêt, des gains de rendement grâce à l'effet brise-vent. De manière plus récente, on a aussi la Chambre d'agriculture de l'Ain qui a essayé de démontrer l'effet brise-vent sur des cultures de céréales d'hiver. Donc c'est le cas de cette parcelle où on a une haie en bordure nord et un gain de rendement du coup obtenu de plus de 26% dans les zones protégées par la haie par rapport aux zones non protégées. L'autre effet
dans la fonctionnalité climatique de l'arbre, c'est l'effet tampon sur les températures. Donc là, c'est pareil, il y a eu plusieurs suivis qui ont été réalisés pour identifier les différences de température sous arbre comparées à des zones en plein soleil. Donc il y a des choses qui ont été testées en parcours volaille dans le Gers, il y a des choses qui ont été testées aussi en système herbager dans le Nord-Pas-de-Calais. Et on voit des différentiels de l'ordre de 6 à 7 degrés en période estivale. Donc forcément, ces différences-là, elles vont avoir une influence importante pour lutter contre le stress thermique des animaux et maintenir les performances zootechniques. La haie ne profite pas seulement qu'aux animaux d'élevage, elle profite aussi à tout un cortège d'espèces. La diversité fait les équilibres biologiques. Donc justement, suite à la simplification des paysages, il a été constaté une augmentation de certaines espèces dites généralistes, donc qui s'adaptent à plusieurs exigences écologiques, au détriment d'espèces spécialistes. Donc là, je vous ai pris justement l'exemple des oiseaux. Donc à droite, on a des photographies de différentes espèces d'oiseaux assez typiques des milieux bocagers, qui ont vu du coup, suite au déclin du bocage, qui ont vu leur population décliner également, au profit de d'autres espèces comme le pigeon ramier et les tourneaux. Des populations d'augmentation qui aujourd'hui sont pas sans conséquences sur nos activités agricoles. Maintenir les équilibres biologiques, c'est aussi assurer de préserver une biodiversité fonctionnelle qui tient des rôles de régulation des ravageurs de culture ou alors qui tiennent un rôle dans la pollinisation. Pour la pollinisation, pour rappel, donc on a quand même 75% des plantes cultivées en France qui sont pollinisables par les insectes. Et il a été démontré que l'abondance, enfin que l'action de ces pollinisateurs contribuait beaucoup à la qualité et à la quantité de la production agricole. Donc justement, il y a une étude britannique qui a comparé des sites en agroforesterie par rapport à des sites en monoculture. Et il a été constaté du coup sur les sites en agroforesterie que l'abondance et la richesse spécifique en pollinisateurs permettaient d'obtenir en moyenne 4,5 fois plus de semences. Et enfin, il ne faut pas oublier non plus que donc, l'arbre et la haie, on en a parlé un petit peu hier, peuvent participer à la diversification des ateliers de production sur une ferme. Donc différentes valorisations du bois sont possibles, bois énergie, paillage litière, bois d'œuf piqué. Pour vous donner un exemple de la ressource mobilisable, je vous ai pris l'exemple de ce chantier de haies, donc une haie en Bretagne, composée de chênes et de châtaigniers. Et donc, le chantier sur 100 mètres a permis une récolte de 15,5 tonnes de plaquettes humides. Une fois séchées, c'est l'équivalent de 10 tonnes de plaquettes. Et en termes de volume, ces 10 tonnes, ça correspond à environ à 40 mètres cubes par an de plaquettes. De cette ressource, soit on l'utilise en énergie, donc ça équivaudrait dans ce cas-là à 33 MWh, donc c'est-à-dire que ça permettrait de couvrir la consommation annuelle du chauffage d'une maison ou d'un ballon d'eau chaude pour la salle de traite par exemple. Enfin, pas où, et le ballon d'eau chaude de la salle de traite. Si on l'utilise en litière, cette ressource, par exemple, on pourrait utiliser le volume sur 260 mètres carrés, une litière de 15 cm d'épaisseur, à savoir que les litières plaquettes de bois peuvent être gardées 15 jours, voire 3 semaines. Donc on se rend compte que c'est une ressource qui peut être importante et qui peut permettre aux agriculteurs aussi de gagner en autonomie énergétique ou même en autonomie en paille, en litière. Donc là, on a évoqué des valorisations directes. Il existe d'autres types de valorisation via notamment les aides de la PAC, les aides MAEC, les aides du bonus E, ou d'autres dispositifs comme les paiements pour services environnementaux. Donc ces dispositifs, ces rémunérations-là, elles sont possibles à condition de respecter un certain cahier des charges en ce qui concerne la gestion des éléments ligneux. Voilà, je ne rentre pas forcément plus dans le détail. Je vous invite à consulter des fiches
qui sont sortis récemment par Réseau et France, qui donnent justement des estimations de coûts et de marge brute de l'atelier et sur différents modèles de ferme. Donc c'est le cas rapidement de celle-ci, donc une ferme en Mayenne qui arriverait à avoir une marge de 2 000 € par an grâce à un atelier et une valorisation en bois plaquettes, énergie et en litière. Et pour finir, je voulais aussi... Désolée. Voilà. Pour finir, je voulais juste avoir un petit clin d'œil pour préciser que la ressource n'était pas forcément que ligneuse, elle pouvait être fruitière. Donc là, c'est le cas d'une exploitation dans le Morbihan, un agriculteur qui a planté des châtaigniers et qui produit de la crème de châtaigne qu'il vend à la ferme. Et son objectif de planter des arbres n'était pas seulement que pour un objectif de production de châtaignes, c'était aussi un objectif d'améliorer son cadre de vie et de faire venir les consommateurs, en tout cas de donner envie aux consommateurs de venir acheter sur la ferme. Donc là, on voit aussi une dimension plus culturelle, voire paysagère. Voilà. Merci pour votre attention. Je ne sais pas si, du coup, il y a des questions. Je laisse le micro. OK. Mais donc, j'invite du coup ma collègue Véronique pour la suite des présentations. Bonjour à tous. Moi, je vais vous parler d'un des aspects qu'Eva a évoqué. C'est cet aspect microclimatique de la haie. Pour cela, hop, voilà notre présentation. Donc moi, je suis Véronique Chauvin, chef du service Arbres et Biodiversité à la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. Et du coup, dans l'équipe, s'est posé un certain nombre de questions, dont celle-ci. Le microclimat, c'est quoi réellement ? Qu'est-ce que ça représente concrètement sur les exploitations agricoles ? Donc, dans le contexte, on a tous eu une connaissance ou une perception, voire un enseignement de l'effet microclimatique de la haie, donc avec des éléments sur justement des schémas très, très bien illustrés par différents spécialistes, avec des chiffres qui étaient vraiment intéressants et pertinents. Mais quid des performances écologiques, quid de nos contextes, nous spécifiques, Pays de Loire, hein, c'était la question de base. Et du coup, ces impacts positifs du climat nous vantaient des réductions de la vitesse du vent, donc l'effet brise-vent, donc pouvant aller jusqu'à 60%, l'amplitude thermique, et puis un intérêt sur la parcelle, aussi bien en périphérie immédiate de la haie qu'à l'intérieur de la parcelle. Donc on est un petit peu obtus chez nous, donc on essaye d'avoir des éléments concrets. Donc déjà, on a observé ce qui se passait sur le terrain. Donc on voyait que dès qu'il y avait un peu d'arbre, eh bien, en période de chaleur, les animaux se retrouvaient sous les arbres. Donc, on a vu en lien avec différents programmes de recherche, notamment le CASDAR Parcours, l'agroforesterie et élevage, donc qu'il y avait un intérêt à avoir de l'ombrage pour les animaux. Donc avec des atouts qui sont mis en avant, par exemple pour les élevages avicoles, on voit que au-delà de 20 degrés, on atteint une zone critique pour les poules. Pour les bovins, on est autour de 22-23. Donc il y a vraiment des seuils au-delà duquel les animaux sont en inconfort. Donc, ils vont manger plus, ils vont être mal
moins bien bouger, on va avoir moins de gains de GMQ. Alors c'est un peu technique, hein, les gains moyens journaliers. Et en fait, ils vont manger pour réguler leur température. Ils vont éviter de bouger, alors que des animaux qui sont dans des températures adéquates, en confort, à neutralité thermique, eh bien, vont se déplacer pour aller de l'ombre à la lumière, vont avoir du coup des gains journaliers liés à des prises de poids parce qu'ils mangent pour faire de la masse et plus pour réguler la température. Donc le gain énergétique est important. Donc il y a vraiment un enjeu à maintenir des températures confortables pour les animaux. Alors pour les animaux, oui, mais pas que. Il y a aussi pour les cultures. On a vu tout à l'heure dans le schéma d'Eva, voilà, il y a une zone en fait où on observe une baisse de rentabilité en bordure immédiate de la haie, mais sur l'ensemble de la parcelle, on est dans des situations de gain. Donc les observations vont dans un sens positif de l'intérêt de l'arbre. Toutes ces observations nous ont interrogés sur le fait de pouvoir aussi apporter des éléments concrets aux agriculteurs. On a fait ces cases d'art parcours où agroforesterie et élevage, on a eu trouille à l'ombre. Donc on avait des éléments sur ces gains, sur l'intérêt de l'ombrage, mais pas sur des chiffres concrets, des chiffres éclairés sur les différences entre les différents systèmes agroforestiers. Donc, on a lancé ce programme Microclimat, donc, qui a été aidé à la base par la région Pays de Loire et puis sur fonds propres Chambre, de pouvoir voir sur des parcours volailles ce que ça représentait d'avoir des arbres dans le parcours. Donc, on a mis en place cette étude avec une école, l'ESA, des étudiants qui venaient faire des relevés. Et ce qui nous a permis d'observer déjà sur deux saisons complètes, 2 années de saisonnalité, 2 étés, 2 hivers, ce qui se passait sur l'exploitation. Donc, c'est des exploitations qui se situaient en Sarthe, donc toutes les deux en parcours volaille, avec le placement de sondes et un protocole qui a été suivi sur les 2 années de suivi. Hop. Voilà, donc ce qui nous a permis de mettre en place aussi le protocole, hein, c'était Microclimat 1. Et puis, du coup, sur ces années 2020-2022, on a fait, c'était des périodes de canicule, rappelez-vous. Donc, on a eu quand même des gros pics de chaleur jusqu'à 44 degrés en plein soleil. Alors que les observations faites sous les arbres, et en particulier sous une microforêt et un bosquet fermé, ont tombé à 38 degrés. Donc, déjà, la différence était intéressante pour nous, humains, mais pour les animaux encore plus. Donc on a trois typologies de systèmes agroforestiers qui ont permis d'avoir des éléments chiffrés. Donc la haie, des arbres isolés et le bosquet, comparé à un autre témoin qui était le parcours en plein soleil. Donc là, plus en fait on a une densité d'arbres importante, plus la température est abaissée et donc devient agréable pour les animaux. On a fait la même chose sur cette analyse de résultats sur 24 heures et sur l'humidité relative. Donc ce qui a montré... Voilà, en plein soleil, on a une humidité relative maximale qui est quand même mieux régulée sous le bosquet ouvert, donc une meilleure humidité relative, donc inversement proportionnelle à la température. Donc plus la température, plus le système agroforestier est dense, moins la température est élevée et plus l'humidité relative est importante. Et un effet de lissage en fait du bosquet sur la journée. Donc on n'a plus d'à-coups qui se mettent en place.
Ici, sur la moyenne des températures et l'humidité relative, ça nous a permis d'arriver à certaines conclusions de comparaison en fait, de l'efficience, de l'efficacité de ces différents systèmes. Donc, je ne rentre pas dans le détail parce qu'on n'en a pas le temps, mais vous pouvez constater par vous-même que le bosquet ouvert est quand même le plus performant par rapport au plein soleil ou à l'arbre isolé. Donc, voilà, la densité est quand même un élément important de la mise en œuvre des systèmes agroforestiers sur les exploitations agricoles. Sur 24 heures, ça permet de temporiser l'humidité, l'amplitude des températures et de l'hygrométrie. Le choix des essences aussi est important. Ça a été aussi une découverte, puisque la canopée étant différente. Et l'intensité lumineuse décroissante entraîne des baisses de température et une augmentation de l'humidité relative. Alors c'est très intéressant, ces chiffres-là. On continue à avoir de la donnée parce que ça nous permet aussi de consolider notre protocole et de consolider les chiffres. Mais on s'est posé aussi une nouvelle question, à savoir, est-ce que c'est valable dans d'autres secteurs? Est-ce qu'on a les mêmes données dans d'autres secteurs? Donc on a fait une deuxième étude en Loire-Atlantique. Et la question des panneaux photovoltaïques, donc vous en avez parlé hier, on s'est également posé la question parce que on avait aussi des remarques de nos agriculteurs. Est-ce que c'est aussi intéressant de mettre des panneaux que des arbres? Donc là, on était sur des parcours volailles, donc avec des structures agrivoltaïques en place. Donc là, une exploitation de canards, donc avec un protocole qui était suivi, les mêmes types de sondes et le même dispositif. Comme vous pouvez le constater, quand on a un soleil moyen, des ombrières ou sous un arbre, on obtient des chiffres différents. Ce qui est important, c'est de comparer le plein soleil. Ici, on a 21 degrés de jour. À l'ombrière, on baisse à 18 degrés. Sous un arbre, on est en situation médiane. 19 degrés 9, on est en situation intermédiaire. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'en situation de haie et d'ombrière, on a des chiffres quasiment similaires. La nuit, c'est également le cas, c'est-à-dire que la température est plus élevée au soleil. Donc là, c'était l'étude d'été. En ombrière, sous un arbre ou sous une haie, là, on a des chiffres quasiment identiques. Donc, on a travaillé l'impact sur ces deux phénomènes. Donc, l'impact sur les pics de chaleur pour voir s'il y avait un intérêt supplémentaire. Donc, ce qui nous montre que sous le soleil, au soleil et en plein soleil, on a quand même des pics de chaleur relativement importants, mais peu de différenciation entre une ombrière et une haie. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un enseignement qui est intéressant. Et les écarts types, en fait, sont peu significatifs pour les deux. On a vraiment des situations similaires entre les deux. Donc l'effet d'ombrage strict est fait sur la température entre une haie et une ombrière ne sont pas opposables. Enfin, ils sont vraiment semblables. Les différenciations qu'on va avoir, c'est au niveau de l'humidité relative. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en œuvre. Donc c'est la suite du protocole, c'est de comparer avec l'humidité relative. Et il y a un deuxième constat, puisque là, on a commencé, on poursuit les chiffres sur les ombrières, c'est l'effet hivernal. Puisque ici, en fait, on a eu des pics de chaleur, une temporisation due à un apport d'ombrage. En situation hivernale, la végétation, les animaux apprécient quand même un petit rayon de soleil l'hiver, apprécient des passages d'air, alors que sous une ombrière, on a un ombrage constant été comme hiver, et on a un effet de froid qui peut avoir lieu sous l'ombrière qu'on n'aura pas sous un arbre,
qui va réguler par son humidité relative la température. Donc là, ça va être la suite. Donc on continue les protocoles pour développer ces éléments-là. On a développé aussi un troisième protocole en viticulture parce que se pose la question aussi de lutter contre les aléas climatiques en viticulture. Donc pic de chaleur qui ont une incidence sur le brûlage de la vigne, mais également le gel qui est très problématique et qui cause des pertes de production. Donc là, le protocole est en cours. On l'a commencé au printemps dernier, donc c'est vraiment en cours. Et avec un même cadre de protocole, c'est-à-dire les mêmes sondes, la même manière de les placer. Ce qui apparaît aujourd'hui dans les premiers résultats que l'on a partagés, c'est que la différence, on est toujours à mettre une sonde sous un arbre, sous la vigne ou sous le bosquet. Donc sous la vigne, c'est en plein soleil. Et du coup, si on compare la vigne, le plein soleil et la haie, on a 3 degrés d'écart en été. La nuit, on a quelque chose de très constant. Excusez-moi, c'est sensible. Autour de 10 degrés, donc on a peu de signification la nuit. Donc là-dessus, on a peu de retours. En début de printemps, en fait, il y avait eu des gelées qui ont eu lieu. Donc, ce qui nous a permis aussi de pouvoir comparer des températures plus froides. Mais là-dessus, en fait, dans les premiers temps, donc là, il va falloir qu'on développe et qu'on continue à avoir de la donnée parce que, en fait, les résultats sont très peu significatifs. Donc, vous voyez, les écarts-types sur la comparaison de température en journée sont semblables, hein, c'est-à-dire que le bénéfice de la haie est quand même bien mis en œuvre. Donc on voit bien qu'il est intéressant d'avoir la haie. Excusez-moi parce que je mets un tour fou. Par contre, en automne et quand les températures diminuent, là on a quelque chose de beaucoup moins flagrant. Donc sur les pics de chaleur, le bénéfice est avéré, mais ce n'est pas le cas sur les périodes de gel où vous voyez que les courbes sont quasiment identiques. Donc ce sont des choses qui sont à creuser. De voir cet intérêt de l'arbre sur la gelée. Et du coup, moi, je vous invite à nous suivre pour continuer à avoir de la donnée. Et si vous avez des idées aussi pour pouvoir avoir d'autres sites et pouvoir le proposer, pour qu'on ait des éléments semblables en viticulture, ce qu'on a toujours pu acquérir là sur l'élevage, qui nous permet quand même d'avoir des chiffres, hein, vous voyez, à présenter concrètement aux exploitants agricoles pour les convaincre, mais pour les conforter dans le fait de mettre en place des systèmes agroforestiers en élevage. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est bien intégré. Par contre, au niveau de la viticulture et de la comparaison avec les ombrières, là, on a encore des choses à travailler. Les protocoles commencent, hein, ce que je vous disais, on n'a qu'une année de retour. Donc il faut confirmer les protocoles en place, l'effet sur l'humidité relative aussi des ombrières, puisque pour l'instant on a très peu de données là-dessus, et en viticulture, l'effet sur le gel. Voilà, je reste à votre disposition. Là, si vous avez des questions, Eva va remonter également pour la séance de questions. Et j'espère que ça vous a intéressé. Merci Véronique. Alors Eva et Véronique, effectivement, on peut prendre le temps pour 2-3 questions pour vous. Est-ce qu'il y a une question dans le public? Il faut se jeter à l'eau. Jacques Bernard là, de l'association L. Déjà bravo, là je trouve que sur les 2 présentations c'est très intéressant de voir tous ces aspects qui parlent aux agriculteurs. Sur la présentation de Eva, j'ai beaucoup aimé la diapo avec les rendements, la perte et les gains en fonction de la distance. Et je ne sais pas si on peut même la remettre peut-être en technique.
Mais j'ai pas bien noté c'est quelle culture. Et puis, ouais, c'est ça, il y avait ça. Et puis après, j'aurais aimé que tu nous redisses sur la haie que tu as montré à plat. C'est impressionnant de voir le bourrelet qui s'est formé de terre. Et je dirais que pour une haie qui était avec des OG assez espacés et tout, je trouve ça déjà assez magique, je dirais. On peut imaginer que si elle était mieux garnie, avec du bourrage entre les deux, et peut-être même, je ne sais pas ce que tu en penses, des haies doubles ou même triples, si vous en avez des illustrations. Je trouve que c'est super à montrer. Et donc, voilà, félicitations. Donc, sur le rendement, moi, je veux juste bien... j'ai pas noté, c'était quel type de culture Alors, il y a eu plusieurs essais, c'était uniquement céréales d'hiver. Ouais. Alors, pour cette parcelle, je ne sais pas si j'ai noté, il me semble que c'était un blé d'hiver de mémoire. Okay. Donc, gain de rendement par le blocage du vent du nord. C'est très intéressant. Voilà, moi je pense que si vous arrivez à capitaliser sur ces infos, sur d'autres cultures qu'on a en Bretagne et en Pays de Loire, et parce que vous avez la force en plus de travailler sur les deux régions. Et donc, moi je pense qu'il faut aller à fond sur ces choses-là. Voilà. Mais en fait, c'est vrai que les gains de rendement, c'est ce que je mettais dans la diapo d'avant. Les essais qui ont été menés sur l'effet brise-vent, je crois que la première, elle date de 1976. Donc à travers le monde, on a quand même plusieurs études qui montrent des gains de rendement. Donc c'est ce que je mets, de l'ordre à 5 à 30%, grande culture et culture maraîchère. Là, j'ai choisi de mettre en avant un résultat plus récent de la Chambre d'agriculture de l'Ain. Et je sais que très très prochainement, ils sont justement en train de rédiger des résultats sur des essais de l'effet brise-vent sur maïs. Voilà. Et pour revenir à la photographie sur l'érosion avec l'exemple de l'aliment d'arbre. Donc là, on n'est pas sur une haie, effectivement, on est sur de l'aliment d'arbre intraparcellaire. Donc oui, j'ai pris cette photo parce que j'ai été moi-même surprise par l'effet de terrassement qui s'est fait en seulement 7 ans. Donc c'est là où on voit déjà l'efficacité rapide finalement des éléments arborés, enfin de l'infrastructure agroforestière. Après, il faut se dire aussi que c'est pas forcément que les arbres là, qui jouent, c'est la bande enherbée. Donc le fait qu'il y ait un système racinaire permanent qui soit maintenu en place, qui fait que justement ça participe à bloquer une partie de l'érosion. Après, sinon, je rejoins par l'exemple de la haie dense qui retient jusqu'à 75 à 99% des particules en suspension dans les eaux de ruissellement. Ça montre qu'effectivement, si dans cet exemple, on imaginait davantage d'essence de bourrage, le phénomène le blocage l'anti-érosion aurait été encore plus fort. Bonjour, Claire Durox, dans l'enseignement agricole, animatrice de réseau énergie-climat. Je me demandais si vous voyez des agriculteurs qui expérimentent de réintroduire finalement des haies, mais qui seraient effectivement, comme dit Jacques, peut-être plus larges, ou qui permettraient de réintroduire comme des sortes d'îlots de fraîcheur au sein des parcelles. On raisonne des fois îlots de fraîcheur dans les villes en remettant de l'arbre. Est-ce que ça se travaille? Et juste pour compléter la réponse pour Jacques Bernard, il y a aussi un projet d'Agrouf qui s'appelle Arboréole dans le sud de la France, qui est en train de documenter aussi en grande culture l'effet des haies sur les rendements, donc à guetter leurs travaux, quoi. Alors, pour la première question, oui, on a des agriculteurs qui mettent en place des systèmes agroforestiers plus ou moins denses. Donc, justement, en s'appuyant sur la complémentarité, on a beaucoup de projets en élevage où on a de l'agroforesterie intraparcellaire, donc plutôt des alignements comme ceci, et des bosquets, des micro-bosquets, donc des systèmes un petit peu complets, même certains mettent des mares. Ce qui est depuis 5-6 ans maintenant bien rentré aussi, c'est tout ce qui est culture spécialisée. Donc on a aussi ce genre de projet en viticulture, arboriculture, maraîchage. Et donc le prochain défi, c'est d'avoir autant d'agriculteurs innovants en grande culture,
Là, on arrive à faire de l'intraparcellaire, du bosquet, micro-bosquet sur des parcelles peu praticables, qui empêchent un petit peu le passage des engins, qui sont un peu tordus. Mais l'intraparcellaire, c'est encore difficile à intégrer. Et justement, ces chiffres du gain possible, ceux qui l'ont mis en œuvre l'expérimentent et le constatent de plus en plus avec le changement climatique, de l'intérêt aussi de mettre des arbres dans les parcelles pour avoir des bons rendements et garder des bonnes productions, surtout quand on a des aléas climatiques importants. Donc par rapport au vent, par rapport aux tempêtes, par rapport à tout ce qu'on peut constater au niveau hydrique, c'est vraiment important. Donc ça évolue aussi sur les grandes cultures et ça bouge beaucoup dans le milieu agricole et on a beaucoup d'agriculteurs qui s'emparent de la question, ou qui se posent la question. Oui. Le travail du sol. Non, la bande herbée, finalement, en fait, elle fait que cette partie-là. Ensuite, ici, c'est culture. Là, il y a de la févrole et je ne sais plus, c'était une association. Oui, Loïc Guin. Moi, il y a un sujet sur... parce que le réchauffement climatique est quand même là. Enfin, moi, je vois quand on plantait des haies il y a 20 ans, sur des sols... J'ai l'expérience chez moi sur des sols séchants, des sols sableux. Il y a 20 ans, quand on plantait un arbre, quand on plantait des haies, tout prenait racine. Aujourd'hui, c'est quand même un peu plus compliqué. Donc, c'est l'avenir de ces arbres-là, avec le réchauffement climatique que l'on perçoit, que l'on vit quand même. Ça, c'est une première question. Une deuxième question, moi, il y a peut-être 20 ans, j'ai un président de CUMA, pas très loin de chez moi, qui avait... ils avaient calculé le temps de travail dans les parcelles, notamment avec une ensileuse, et ils étaient arrivés à un optimum autour de 5 hectares. Je pense que ça, il faudrait le réactualiser, parce qu'aujourd'hui, on voit des surfaces, y compris en Bretagne, parce que la Bretagne est devenue une terre céréalière quand même, quoi qu'on dise. L'élevage est rentré dans les bâtiments et on fait pratiquement que des cultures aujourd'hui dans nos champs. Il faudrait le réactualiser pour voir avec les tailles d'engins que l'on a aujourd'hui, pour amener un chiffre qui rassure, je pense, les paysans. Et puis, on était en train de se dire là, tous les trois, là, c'est très bien, tous ces travaux-là, c'est parfait, mais moi, je me pose quand même la question, même si vous dites qu'il y a de plus en plus de paysans qui s'imprègnent du sujet, moi, je trouve qu'il y a encore... beaucoup de paysans, quand vous leur parlez des arbres, ils nous envoient balader quand même un peu. Et ces sujets-là, on est des vieux, nous, peut-être là, mais il y avait un livre qui s'appelait Le Soltner dans les écoles d'agriculture. Et moi, ça fait 40 ans. Et il y a 40 ans, et ce bouquin-là, il datait peut-être de 10 ans, ça apparaissait déjà. Et je me pose clairement la question, pourquoi on n'a pas réussi et qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse pour réussir à persuader, je vais dire simplement 50% des paysans à faire ça, à mettre ça en place. Parce que c'est ça le sujet. Je suis tout à fait d'accord avec vous et c'est la problématique aussi. On sait très bien qu'on a 10% d'agriculteurs qui sont convaincus, qui ont déjà mis des choses en place, 5-10% avec qui on ne fera rien. Mais les 80% qui restent, comment on les embarque pour faire des choses? Donc ça, c'est notre métier. Et cela, pour beaucoup, en fait, il n'y a plus eu de culture aussi, culture de l'arbre, entre guillemets, dans l'enseignement. Aujourd'hui, on fait des bouts de champ, on nous dit, en fait, vous nous dites le contraire de ce qu'on m'a dit à l'école. Donc il y a à retrouver aussi la culture de l'arbre. On a aussi des nouveaux arrivants qui ne sont pas issus du monde agricole, donc pour qui tailler, entretenir, c'est vraiment un enjeu. Un arbre, ça coûte sur une exploitation agricole. C'est un débat, quelque chose qu'on échange souvent avec Gaëtan. Mine de rien, ça coûte, il faut l'entretenir, le gérer. Donc pour convaincre, il faut apporter autre chose. Comme
comment on fait. Alors ça, c'est collectif, hein, c'est comment on va avec des chiffres concrets, justement, parce que les schémas, on a bien vu que les schémas, ça ne convainc pas. Les grandes théories, ça ne convainc pas. Donc, c'est d'emmener sur le terrain, de voir. Nous, on a réussi à développer un groupe par département donc, qui permet d'aller voir, mais voilà, c'est de constater de visu. C'est un peu triste parce que ça commence à être tard, mais on constate de plus en plus les effets du changement climatique, donc ça réveille certaines consciences, mais le temps de l'arbre est long. Donc c'est vrai que pour beaucoup, c'est un peu tard, mais pour beaucoup, on sait qu'on fera pas parce qu'ils n'ont pas eu cette culture. Et il faut que trouver un intérêt à l'arbre. On ne peut pas arriver et dire là, on va planter là. Il faut travailler sur les objectifs de l'agriculteur. Qu'est-ce que ça va lui apporter? Sur son machinisme, pour que ça ne devienne pas un obstacle. Donc c'est pour ça qu'on doit développer différentes formes. On parle des agroforesteries, parce que pour certains, ça ne va pas être possible, parce que leur système ne permet pas de le mettre en œuvre, ou alors ils ont des objectifs différents. Tu parlais tout à l'heure l'objectif de faire de la production de petits fruits. On a des objectifs de bien-être animal, des objectifs. Donc il faut, dès le début, voir quelle valorisation, avant la plantation, déjà travailler quelle valorisation l'agriculteur veut en faire. S'il veut faire, et il peut les mixer. Après, on travaillera sur la gestion et après sur la plantation, parce que c'est là qu'on verra l'emplacement, les essences. Mais c'est un travail de longue haleine et je partage votre point de vue. Si déjà on arrivait à entraîner 50% des agriculteurs, ça serait formidable. Mais on en est loin. On est plus proche des 10% à l'heure actuelle. Merci Véronique. Bon, on va mettre des bougies pour que le cours du bois suive le cours de l'or, et puis peut-être que on n'y est pas. On va poursuivre ces discussions. Je sais qu'il y a encore des mains qui se lèvent, mais voilà, il y a une table ronde sur le sujet. Donc, on va accueillir Pascal Poudinx qui va animer la table ronde avec Kevin Elibert, qui est éleveur à Plabennec, Jean-Pierre Leroland, président de SIC, et Hervé Guélou, vice-président de l'Agnon-Trégor Communauté en charge de l'énergie. Et Daniel Agnoc. Ah oui, c'est Daniel Agnoc, pardon. Daniel, excuse-moi. Un petit changement, je n'ai pas pris en compte. Voilà, on vous passe la main et on a un petit peu mangé dans le timing, donc... Allez-y, installez-vous. Donc, on va essayer d'être efficace avec le temps. Donc, ce qu'on vient d'entendre, c'est qu'effectivement, l'arbre, il a un rôle à jouer dans le succès d'une exploitation agricole, mais ce n'est pas une solution magique, hein, ce n'est pas un système qui se gère tout seul. Quand on veut penser à un système d'agroforesterie, il faut planifier, il faut acheter les arbres, il faut les planter, il faut les laisser pousser, il va falloir les entretenir et surtout quoi faire avec le produit de cet entretien. Hein, donc ça implique tout un tas de questions pratiques. Mais pour essayer de répondre à ces questions, aujourd'hui on a la chance, on a 3 invités qui ont accepté de venir partager leur expérience. Nous avons 2 invités qui viennent du Finistère. Nous avons donc Kevin Elibert, qui est éleveur bovin sur la commune de Plabennec. Ensuite, nous avons donc Daniel Agnoc, qui est vice-président à Quimperlé Communauté, en charge de l'eau et l'assainissement, mais également co-gérant de la SIC Énergie Bois Sud Cornouailles. Et enfin, plus proche de chez nous, nous avons donc Jean-Pierre Leroland qui est venu nous rejoindre. Lui, il est exploitant bovin à Plougras et également donc président de la SIC Boca Genèse à Plouaret.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre en fait comme fil conducteur pour la discussion la chronologie d'un projet d'agroforesterie. Et on va commencer, je vais me tourner vers Kevin. Et Kevin, en fait, est-ce que du coup tu peux nous parler de ton expérience, à savoir qu'est-ce qui initialement t'a motivé et sur ton exploitation, en fait, d'où tu es parti, ce que tu as mis en place et ce que tu as appris au cours de tes travaux. Bon, bonjour à tous. D'abord, je remercie Eva et Pascal de m'avoir invité. C'est toujours intéressant de parler des sujets qui nous tiennent à cœur. Donc voilà, d'où vient la genèse de planter des arbres. C'est quelque chose qui me tenait à cœur. C'était viscéral pour moi. Je me suis installé hors cadre familial il y a déjà 5 ans, ou 6, je ne sais même plus, 6 ans. Ouais. Et dans un système bovin-lait, bio, un système très herbagé. Et pour moi, ça faisait sens de planter des arbres. Puisque, comme je dis toujours, l'arbre, c'est le meilleur allié face au changement climatique et face à la météo, puisqu'il fait parapluie quand il pleut et il fait parasol quand il fait beau. Donc la priorité pour planter des arbres, c'était déjà de créer du bien-être pour mes vaches. Plabennec, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une des communes précurseurs dans le remembrement dans les années 70. Donc ma ferme a été toute remembrée avec mon cédant. Et en 72, il n'y avait plus qu'une seule parcelle de 43 hectares. D'un côté à l'autre de la route. Donc ça c'était en 72. En 74, il y a dû avoir un gros orage. Je n'étais pas né, donc je ne me rappelle pas. Mais toute la terre du voisin est arrivée dans les parcelles de ma future exploitation, quoi. Ouais, c'était dans le bon sens, ouais, c'est ça. Ouais. Donc ça a fait tilt à mon cédant. Et il avait commencé à planter le pourtour des champs, avec des haies bocagères à plat. Donc déjà, je reprenais une ferme où il y avait une sensibilité avec l'arbre, quoi. Mais il restait quand même des parcelles assez conséquentes, des morceaux de 9-10 hectares, qui, moi, me convenaient pas pour mon système herbager. Lui, il convenait parce que c'était un système très intensif avec la monoculture de maïs et très peu d'herbe. Et donc, dès la première année d'installation, j'ai divisé une parcelle de 6 hectares en 4 morceaux en plantant des pommiers à cidre, puisque la priorité, c'était faire de l'ombre à mes vaches. Mais je me suis dit, si j'arrive à faire un peu de cidre en plus, ça sera pas mal. Donc voilà pour la première année. Et la deuxième année, comme j'aimais bien planter, je me dis, on va continuer. Donc j'ai appelé le conseil départemental et pour avoir un financement et du coup le boulot s'est fait sur une deuxième parcelle de 9 hectares, idéalement située puisqu'elle était axée nord-sud et donc ce qui est idéal pour l'agroforesterie. Les lignes étaient contraires au sens de la pente, donc comme on a vu sur la photo là, avec les questions qui étaient posées là, sur les alignements d'arbres, là, j'ai fait exactement la même chose que chez moi. Et moi, par contre, c'est en air tout le temps et on voit l'impact. Même sans travail du sol, on voit l'impact. Donc, il ne faut pas croire non plus qu'il faut impérativement imposer la haie, il faut impérativement qu'il y ait un corridor. Je répète souvent que la priorité de mon métier, c'est faire du lait. On est payé aujourd'hui pour faire du lait. Même si j'ai l'arbre et un deuxième atelier à part entière chez moi, l'atelier prioritaire, c'est le lait. Donc, à vouloir planter des haies alors que il n'y en a pas forcément lieu, les aliments d'arbres permettent d'optimiser à 100% le terrain. Je ne perds rien du tout. Les vaches pâturent en dessous le fil et je ne perds rien du tout. Mais le gain derrière est énorme avec ça. D'accord. Et du coup, est-ce que tu as vu des effets comme ont été démontrés au niveau du comportement des il y a plusieurs effets qui ont été avérés. Et moi, j'aime bien chercher et mettre soit des analyses, soit des faits directs. Donc, l'effet direct, c'est la prise de température. Je sais qu'on en avait parlé avec Eva quand elle était venue me voir.
Cet été, là, lors de la canicule encore, je reprends les températures. Déjà, on laisse le bâtiment ouvert pour que les vaches puissent faire la navette si elles veulent rentrer ou sortir. Et on les retrouve toujours sous les haies, parce que chaque paddock a accès à la haie. Donc, on les retrouve toujours sous les haies. L'impact le plus élevé que j'ai mesuré, c'est 7 degrés de différence entre sous la haie et en plein champ. Donc, avec l'évapotranspiration, sur grosso modo presque 25 mètres, l'herbe pousse toujours. Après, j'ai un système qui est dit, ça va pas plaire peut-être à certains, mais c'est le système local, le système pochon, donc avec des temps de retour assez élevés et du trèfle blanc. Donc l'été, on arrête, plus il fait chaud, moins on arrête de faire pousser l'herbe, quoi, grâce à la haie. Il y a cet aspect-là. Il y a un autre aspect qui n'a pas été dit dans les diapos, c'est l'aspect mycorhizien. Je pense que ça c'est mon cheval de bataille un peu, et je pense que là-dessus, il y a énormément à faire, notamment quand on parle d'excrétion de méthane, de séquestration du carbone, tout ça. L'aspect mycorhizien, moi je l'ai quantifié, par l'apport de broyage que je fais de mes haies, donc dans mes terres qui vont en litière. Là on voit des mycorhizes partout au milieu des champs. Et le deuxième aspect que j'ai pu mesurer, c'est le long des haies. On trouve la résultante, c'est que il y a moins de légumineuses le long des haies. On en est assuré, c'est l'impact des limaces et tout ça. Le rendement, il est le même en dessous de la haie, en herbe, qu'au milieu du champ. Et j'ai été jusqu'à pousser à analyser l'andain qui a été fait d'ensilage d'herbe sous la haie avec moins de légumineuses, et un andain plus loin au milieu du champ avec, je vais dire une connerie, mais peut-être 50% de plus de légumineuses. Et en termes d'hématé, on était presque meilleur sous la haie que au milieu du champ. La hématé, c'est la matière azotée du produit, quoi. Donc, on se rend compte que les mycorhizes ont pris le relais sur les légumineuses, quoi. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Oui, non, très intéressant de pouvoir partager justement ces exemples concrets. Donc toi, effectivement, donc, le produit de l'entretien de TR reste sur ton exploitation. Oui, en partie, oui. Une partie est vendue à INSIC Quadbro-Montroulaise et une autre partie en bois de chauffage. Grosso modo, l'atelier bois, chez moi, c'est 5 000 € par an. C'est mes vacances. D'accord. Et justement, ça va nous permettre donc de rebondir là-dessus. Du coup, je vais me tourner vers Jean-Pierre pour que peut-être si tu peux nous parler donc de la SIC Bocagénèse, donc son histoire, son fonctionnement. Oui, bonjour. Donc Jean-Pierre Leroland, je suis. C'est en route, oui, c'est bon. Je suis donc exploitant aussi à Plougras, donc c'est à peu près la même histoire que Kevin pour le bois. Bon, moi j'ai une histoire après avec la SIC Bocagénèse qui a été créée d'un collectif, d'une réflexion d'agriculteurs en fait qui se sont retrouvés avec des tas de bois coupés au lamier et avec un gâchis terrible. Donc il y a 25 ans, ils ont commencé à réfléchir là-dessus. Il y a une filière qui est de bois plaquettes avec quelques chaudières qui se sont mises en place. Et pour arriver, il y a 13 ans, à la création de la SIC Bocagénèse. Alors la SIC Bocagénèse, c'est une coopérative. Alors, c'est le seul statut coopératif qui puisse permettre de mettre du public et du privé. C'est-à-dire que dans notre SIC, forcément, il y a les producteurs de bois, les agriculteurs, il y a des particuliers, il y a aussi les prestataires de services, et il y a les collectivités. Donc tout ce beau monde-là dans le conseil d'administration, on est 11 dans le conseil d'administration, travaillent et réfléchissent sur la valorisation du bois. Et le principal, il y a en fait deux sujets dans nos trucs. C'est qu'on est attaché à une gestion durable, avec tous les bienfaits qui vont avec. C'est-à-dire que, grosso modo, il faudrait revenir sur la même haie dans 10 ans.
Donc, avec une bonne coupe, un bon prélèvement, bien sûr pas de lamine ni d'idées parées sur les repousses ou sur la gestion. Et à côté de ça, avoir une valorisation du bois qui soit correcte pour l'agriculteur. On a la première, un petit peu la première tendance qu'on peut avoir, c'est que alors les agriculteurs ne sont pas contre une réflexion par rapport à tout ce qui est environnemental, mais il faut quand même qu'ils soient payés pour faire le travail qu'ils font. Donc aujourd'hui, voilà, donc bon, c'est une aventure qui a été au début assez compliquée. Aujourd'hui, on a revalorisé quand même beaucoup de choses de façon à ce que le prix qu'on puisse proposer valorise et le bois et la main-d'œuvre qui va avec, et puisse permettre aussi d'emmener des gens qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas la volonté de prendre la tronçonneuse. Au début, on avait 100% de tronçonneurs, on va dire. Aujourd'hui, avec un peu plus de mécanisme, mais des choses qui sont encadrées. Toujours pour rester dans la gestion durable. C'est-à-dire que c'est comme le fil rouge de notre affaire et la valorisation qui va avec. D'accord, merci beaucoup. Et du coup, Daniel, si tu veux rebondir là-dessus avec ton expérience sur la SIC, donc Énergie Bois Sud Cornouailles. Oui, alors notre SIC, elle est moins ancienne que celle-ci, mais je ne vais pas redire tout ce qui a été dit, puisque c'est exactement les mêmes ressorts qui ont abouti à la création de cette SIC. On avait au départ une volonté des collectivités de s'engager dans les énergies renouvelables et du coup des aides et un accompagnement sur la mise en place de chaufferies bois sur le territoire, en particulier donc avec un fonds de concours de la communauté d'agglomération pour favoriser et pour aider les communes à s'équiper en chaufferie bois. Et donc, on avait au départ des associations d'agriculteurs qui fournissaient. Donc, compte tenu du développement qu'on souhaitait que ça prenne, donc la Quimperlé Communauté a choisi de mettre en place, enfin, à favoriser la mise en place de cette société coopérative d'intérêt collectif. Je ne redétaille pas tout, ça fonctionne pareil. On a les mêmes choses, les mêmes intervenants. L'idée, c'était effectivement de s'assurer d'une exploitation durable et renouvelable du gisement bois sur le territoire. Et notamment, dans le cadre, au départ, c'était une charte d'exploitation du bois. Il fallait que le bois puisse être exploité dans des conditions convenables. Aujourd'hui, on a un label, c'est le label E, qu'on cherche à promouvoir au maximum pour justement que les choses se fassent correctement. Parce que pour développer une filière bois, alors je reviens sur l'intérêt réel qu'il y a d'avoir une rentabilité de la haie, parce qu'on a vu tout à l'heure comment faire en sorte que les agriculteurs soient intéressés d'avoir des haies sur leur exploitation. Aujourd'hui, ça ne coûte rien de mettre en place une haie puisqu'on a des aides, on a brise-bocage, on a un agent à la communauté d'agglo qui va voir les gens, qui leur organise, qui leur montre leur dossier, etc. Ça ne coûte rien de mettre en place une haie, mais ça génère nécessairement des inconvénients après dans l'exploitation au jour le jour de l'exploitation agricole, mais ça ne rapporte rien non plus, quoi. Et donc ça, c'est pas moteur du tout. Effectivement, vraiment le moteur, il faut que la haie faut qu'on puisse payer le bois. Voilà. Et pour pouvoir payer le bois, il faut que finalement, on puisse le vendre, nous, SIC, à un prix qui est au-delà du prix de base qu'on peut trouver sur le marché, parce qu'on a des acteurs sur les territoires qui exploitent les haies, qui exploitent la ressource en bois de manière non durable, quoi. C'est-à-dire que, t'inquiète pas, on s'occupe de tout. Après, l'agriculteur, lui, il ne voit rien revenir, mais c'est pas grave, lui, il est content, il s'est débarrassé de ça, quoi. Et c'est justement pour essayer de mettre le doigt dans ce mécanisme
de marché qu'on a qui se développe. Il ne faut pas rêver, ça se développe sur nos territoires. Et donc, la volonté politique de mettre en place une SIC et d'essayer tout au moins que les chaufferies du territoire soient alimentées de manière durable. Voilà, donc ce qui a généré au départ la mise en place de la SIC, quoi. D'accord. Et Kevin, est-ce que tu veux rebondir? J'ai vu que tu avais une réaction. Ouais, j'avais une réaction. C'était ça rapporte rien, la haie. C'est ça, en fait. Je pense que tout à l'heure, la question était posée comment convaincre les 80% de personnes qui sont là, qui regardent, ouais, c'est bien, ouais, c'est beau les arbres, mais pas chez moi, pas chez moi. En fait, c'est un problème d'ordinateur, je pense, ordinateur cérébral, et que on est toujours avec là où on aura poussé un arbre, c'est de la place gagnée pour faire des cultures, quoi. Mais l'impact, ou des cultures ou n'importe quoi d'autre, mais l'impact de l'arbre sur le système agricole, il y a énormément de bénéfices derrière qui sont inquantifiables, mais le financier est là quand même derrière, quoi. D'accord, ok. Comme l'idée c'est vraiment de faire un échange, on va peut-être déjà proposer si... J'ai juste un point. Oui, vas-y, pardon. J'ai oublié de dire tout à l'heure dans la présentation que face au changement climatique, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on va vers des périodes de plus en plus extrêmes. On le voit aujourd'hui en Bretagne, c'est des périodes de sécheresse de plus en plus longues, qu'on ne voyait pas avant, et des périodes de pluie de plus en plus intenses. Donc, face à ça, le système agronomique, c'est, pour moi, c'est la matière organique. La matière organique. Puisque un point de matière organique en plus dans le sol, comme, je ne sais plus qui c'est ici, Eva ou Véronique qui disait qui rappelait la matière organique, un point de matière organique en plus dans le sol, c'est 10 jours de ses naissances repoussées, quoi. Donc, ça fait 10 jours de sauvegarde encore de la culture, quoi. Donc, les arbres, ils ont totalement leur place dans les systèmes par rapport à ça, puisqu'on le voit très bien, les parcelles agroforestières et entourées de haies ont des taux de matière organique bien plus élevés que le reste. Et la fuite de la matière organique est surtout bien limitée, quoi. Très bien. Oui, du coup, s'il y a des questions, c'est peut-être le moment. Ah, là-bas, Régis. Bonjour, Régis de Kerluer, Chambre d'agriculture. Une question pour Daniel et Jean-Pierre au niveau des SIC. Daniel, tu as parlé de label. Donc, je voudrais que tu précises un peu le label tel que vous l'avez. Est-ce que c'est un label que vous avez fait en interne? Est-ce que c'est un label qu'on connaît? Et puis pareil, Jean-Pierre, sur la SIC Bocagénèse, est-ce que par rapport au plan de gestion, est-ce que vous êtes en lien avec des labels ou autres pour les plans de gestion? Oui, il y a deux niveaux. Il y avait au départ la charte d'exploitation du bois pour la SIC. Ça, c'était local. C'était une charte qu'on s'était mis d'accord pour appliquer, pour avoir le minimum de sécurité au niveau de la durabilité de notre exploitation. Et maintenant, c'est le label E national. Je pense qu'il est national, en tout cas, il est réparti au moins sur toute la région Bretagne. C'est celui-là dans lequel on s'engage, qui suppose un diagnostic bocager dans l'ensemble de l'exploitation, de voir à combien de temps on peut revenir sur les mêmes haies, quels sont les volumes disponibles, etc., quoi. Pour notre part, on n'est plus engagé dans le label haie. On avait été à l'origine un petit peu de cette démarche pour des raisons techniques et de coûts. Mais tous nos agriculteurs en fait signent aussi une charte de bonne pratique. Ça, c'est le fondement. C'est le fondement de tout chez nous. C'est la base. Voilà, c'est ça. C'est le mot, c'est la base, de façon à ce qu'il soit
au courant, qu'ils sachent dans quelle démarche, parce que c'est vraiment une démarche, il faut vraiment être dedans. Alors je ne veux pas être partisan ou quoi que ce soit, parce qu'on a des gens de tout production, et que ce soit du bio, du porc, du lait, c'est pas le souci. Mais il faut quand même que les agris soient dans la démarche bocagère, de façon à ce qu'ils s'imprègnent de ce qu'il y a à faire. Aujourd'hui, en fait, nous, on ne travaille pas beaucoup sur la plantation. C'est vrai que Kevin a beaucoup planté, et gère aussi ce qui a été planté en fait, il y a 40 ans, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais nous, on gère des haies qui sont déjà en place, donc qui sont très productives, avec des gens qui ont des... C'est comme ça que je suis arrivé dans cette filière. Hein. J'ai 14 km de haies sur 89 hectares de terre. C'est 3/4 de noisetiers, un petit peu de châtaignier, et très peu de chênes. Donc le patrimoine n'est pas très important. Moi, ce qui était important, c'était d'arriver à gérer mon bois, en le valorisant bien sûr, à gérer mon bois et augmenter ma valeur patrimoniale de mon bocage. Parce qu'avoir qu'une espèce de feu artifice où tu peux pas faire 5 cordes de bois pour faire pour ne serait-ce que te chauffer, c'est un peu compliqué. Donc depuis, moi j'ai aussi évolué un peu, c'est-à-dire que j'ai mis une chaudière sur ma ferme. J'ai 3 maisons dessus, dont le voisin. J'ai l'eau chaude de la laiterie. Donc voilà, parce que la première valorisation qui est intéressante pour un agriculteur, c'est celle qu'il va faire lui-même chez lui, soit en litière, soit en bois de chauffage, voilà. Et c'est comme ça qu'il va s'imprégner et s'approprier son bocage. On l'a trop pris pour un déchet. Aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est d'en faire un chiffre, d'en faire une production. Moi, je vois mon comptable, il me fait une marge brute de bois, quoi. Enfin, voilà, quand tu vois ce qu'on vend, je vends à peu près 80 tonnes par 60 €. Voilà, on peut commencer à parler de marge brute de bois, et de vraiment d'avoir des choses qui sont concrètes sur l'économique. Mais quand on va au champ, parce que c'est aussi notre métier, c'est notre premier métier, on voit qu'on a travaillé sur l'emprise, qu'on a travaillé sur notre bocage, qu'on n'a pas le même bocage que le voisin qui fout un coup de lamier dedans, un peu comme ça vient. On se retrouve avec des murs, on se retrouve avec un bocage qui est beaucoup plus fonctionnel, avec de l'aération, avec des hauts jets. Un arbre, c'est pas un problème si tu les laques bien. On a fait des formations avec des bûcherons, et le premier truc que disaient des mecs comme Kevin Guinard qui fait la formation, une branche qui est bien couplée, c'est une branche qu'on ne reverra pas. C'est le travail qu'on va faire autour du bocage. S'il est qualitatif, on va le retrouver derrière. Et voilà. Et donc c'est ton coup de tronçonneuse, en fait, si tu sais le faire, et si on arrive à former les gens pour qu'ils regardent leur haies différemment que ce que ça a été fait il y a les dernières années, on va arriver à vraiment sans doute convaincre les 80%, peut-être pas, mais on va sans doute y arriver. Alors, il y a l'agriculteur, et après, il y a aussi les prestataires. Il faut choisir les bons prestataires, quelquefois, pour venir sur son espace. Mais c'est pareil pour toutes les autres productions. Enfin, même ton ensilage maïs, il y a des gens, des fois, tu te dis, non, on va pas faire avec lui. Enfin, il faut pas déconner. Bon, voilà. Mais en bois, ça va être pareil. Il va falloir qu'on se le mette en culture, en fait. Qu'on se le mette comme si on faisait un blé, comme si on faisait un maïs, comme si on faisait de l'herbe. Je pense que c'est très important là ce que tu viens de dire. Effectivement, c'est ça. Il faut que ça devienne un atelier de l'exploitation à part entière, parce que on peut toujours réglementer. Enfin, nous, communauté d'agglo, on a plein d'intérêts à avoir la haie. Quand je dis il faut que ça rapporte rien, c'est bien dans cet esprit enjeu financier d'un atelier, d'une exploitation agricole, parce que ça ne vient pas contredire tout ce qui a été très bien expliqué avant et tout ce que tu as décrit. On a des tas d'intérêts d'avoir de la haie sur un territoire. Pour une communauté d'agglomération, on a des PCAET, plans climat, air, énergie territoriaux. Donc on se fixe des objectifs. Donc pour ça, il faut qu'on fasse de l'énergie renouvelable. Donc quels sont les outils qu'on va mettre en place
pour faire de l'énergie renouvelable. Le bois énergie est un point clé du panel d'énergie renouvelable qu'on peut développer sur un territoire. On a en compétence la GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et des inondations, notamment sur Quimperlé. C'est un point qui est important. Donc ça veut dire un maillage bocager qui est à maintenir tout au moins, voire à développer sur le territoire au maximum pour gérer ça. On a aussi en charge la ressource en eau potable. Donc ça veut dire qu'il faut que nos cours d'eau dans lesquels on prélève, les étiages ne soient pas trop prononcés. Donc là aussi, on a beaucoup d'intérêt en termes de collectivité à voir se développer ça. Alors qu'est-ce qu'on met en place comme outil ? Je peux dire, on peut aider la mise en place de haies. Bon, pour moi, c'est très important, mais ça va pas loin quand même. On peut réglementer, on fait des PLUI, des plans locaux d'urbanisme intercommunaux qui interdisent de démolir les talus. Il faut un permis de démolir pour les talus, etc. C'est respecté ou c'est pas respecté, parce que quand on a mis un règlement, après il faut le faire appliquer, et souvent c'est par là que ça pêche. Il se passe des trucs, voilà, c'est pas conforme au règlement, oui, mais c'est fait. Et puis un arbre, une fois qu'il est couché, ou un talus, une fois qu'il est démonté, c'est compliqué de le remettre droit. Donc moi je pense que vraiment la clé de tout ça, c'est que il faut que ce soit une activité économique à part entière de produire du bois énergie de manière durable sur un territoire, et ça pose l'enjeu du prix en fait. Et en fait, nos SIC, je pense que vous êtes un peu au même titre que nous, on produit du bois qui est plus cher que la base du marché. Donc ça veut dire qu'il faut que nos clients soient convaincus de l'intérêt de la haie, de l'intérêt qu'il y a à développer ces filières, quoi. Et c'est un peu compliqué parfois. Nous avons une question à gauche. Oui, c'est plus juste une petite info pour répondre à Monsieur Loïc Guint qui demandait tout à l'heure aussi comment promouvoir plus cette culture de l'arbre et de la haie. Il y a un projet qui s'appelle Cap Haie dans l'enseignement agricole au niveau national qui mobilise un premier cercle de 8 établissements et puis qui va mobiliser bien plus largement. Donc en région Bretagne, c'est Pommerit qui est le représentant. Et par exemple, je crois que le 17 novembre, Philippe Serrand et l'équipe organisent un chantier avec David Roland qui intervient sur les enjeux biodiversité autour de la haie. Il y a des chantiers de découpe et les professeurs des lycées agricoles de la région sont invités pour échanger aussi sur les pratiques. Et ce projet est accompagné par Bergerie Nationale sur animer des conceptions de séquences pédagogiques avec des haies et Réseau et France aussi. Donc voilà, il y a ce travail-là 2025-2027 qui est en cours, quoi. Très bien. Et il est pile 11h. Je crois que ça nous permet de retomber. Ah non, il nous reste une question tout en haut, à droite. Merci, je vais être rapide pour ne pas trop déborder. Niels Struber de l'association L. Moi, j'ai une petite question qui va peut-être amener à réaction. Comment aller chercher ces 80% d'agriculteurs à remettre des haies sur leurs parcelles ? J'ai la sensation que quand on développe un nouvel atelier en agriculture, on essaie de comprendre en quoi ça va être plus contraignant sur ma charge de travail et comment ça va me rémunérer. Et du coup, moi, personnellement, je manque un peu de billes là-dessus. Donc, il y a 2 sous-questions. Vous, dans vos exemples personnels, combien ça représente en termes de temps humain à passer, temps de gestion de la haie ramené au kilomètre à peu près, quoi. Et après, est-ce que vous avez des modèles pour essayer d'entretenir cette haie à un prix raisonnable? J'imagine que quand vous faites appel à des prestataires, c'est eux qui fixent leur prix. Est-ce que dans le système SIC, il y a possibilité de créer un groupement d'employeurs pour avoir des profils qui s'occupent des haies? Est-ce que c'est de la main-d'œuvre agricole ou c'est une autre main-d'œuvre qualifiée qui est à part entière par rapport au salariat agricole actuel? Est-ce que vous avez des éclairages là-dessus?
Bon, j'y vais alors. Alors dans l'ordre, chez moi, c'est simple, c'est 10 jours de travail par an. L'atelier bois, c'est 10 jours de travail. Grosso modo, c'est 10 jours de travail par an pour les 450 mètres de haies à entretenir par an. Parce que j'ai un plan, je me fais un plan d'entretien. Les 10 jours, c'est pas 10 jours de 8h jusqu'à 19h. Hein. J'ai mon boulot à faire, donc c'est l'après-midi. Donc en gros, ça représente qu'une semaine de boulot. Ça, mais Eva pourra vous le dire, ou Ludo dans la salle, il pourra vous dire aussi, le problème, c'est que moi, j'ai toujours mon sécateur dans la poche. Donc quand je suis en train de me balader, que je vais chercher mes vaches, ou qu'il y a quelqu'un qui vient en visite à la maison, j'ai autant, ça devient une déformation professionnelle, j'ai autant l'œil sur les arbres que sur mes vaches, quoi. Donc voilà, donc c'est plus que ça, quoi, c'est sûr, quoi. Ça, c'est pour le temps de travail. Après, il y avait une notion de coût, non, c'est pas ça, de coût au mètre. Moi, chez moi, j'entretiens tout seul. Je fais appel à un collègue retraité pour venir à la nacelle, venir conduire le tracteur. Donc, ça ne représente pas de coût, à part son repas de midi, mais bon, et on fait une bonne partie de rigolade en même temps. Et il y a un truc pour convaincre aussi, pour revenir sur ce que disait la dame tout à l'heure sur les formations. Moi, il y a un truc que je trouve dingue, c'est que j'ai des jeunes qui viennent tous les ans à la maison, et des jeunes étudiants qui viennent avec l'école agricole ou les écoles agricoles et plus personne ne sait reconnaître un arbre, quoi. C'est quand même dingue, quoi. Des fils de paysans qui savent pas reconnaître un arbre, il y a un problème quand même, quoi. Enfin, ces mêmes fils de paysans ne savent plus poser une brique non plus, quoi. Je pense qu'il est temps de revoir la notion du mot agriculteur, quoi. Soit on va vers des agri-managers, soit on revient agriculteur, mais il faut se réapproprier du savoir, quoi. Donc le repas que je partage avec le retraité à midi, c'est aussi quelqu'un qui a la sensibilité du bois, et il y a une transmission de savoir aussi, quoi. Donc voilà pour le coût d'entretien. Et après, donc nous, notre SIC, Côte Bromont-Troulaise, elle propose des chantiers clés en main, et ça se répercute en fait sur le prix de rachat, quoi. On déduit à chaque fois le chantier. Si on part d'un prix clé en main, et puis on enlève après, s'il faut stocker le bois, on prend plus. S'il faut le recharger dans le camion, on prend plus. Si c'est un prestataire qui vient faire le chantier, un bûcheron ou une boîte d'élagage, on soustrait ça, quoi. Voilà. À Bocage-Genèse, on fonctionne un peu sur le même principe, avec des prestataires. Nous, on fait très attention, c'est que sur les prestataires qu'on va conseiller, c'est-à-dire que c'est des professionnels du bois. J'ai envie de dire, il faut avoir des bûcherons sur la pelle sécateur. Voilà, c'est parce qu'on parle souvent. Avec une reprise après à l'appel. Ouais, des gens qui connaissent, quoi. Enfin, il faut, nous, par exemple, notre prestataire qu'on conseille aujourd'hui, il fait pas d'élagage, il appelle sécateur, quoi. L'élagage, c'est autrement. Enfin, tu élagues avec l'appel sécateur, tu arraches la moitié de la branche. C'est un exemple. C'est des gens qui ont l'affinité bûcheron, qui sont des bûcherons, qui avaient une tronçonneuse avant. On leur a donné un outil qui est un peu plus rapide, un peu plus performant, mais c'est pas pour autant qu'ils font n'importe quoi. Et ça, c'est important sur les prestations, et c'est vrai en fait, tout est conditionné là-dessus, hein. Nous, nos broyeurs, c'est pareil. Il faut qu'il y ait des gens professionnels qui viennent broyer et qui sachent quand c'est bien broyé, quand c'est pas bien broyé. Enfin, ça se professionnalise beaucoup. Et on n'est pas sur de l'amateurisme. Et parce qu'aujourd'hui, on a constaté aussi que c'est vrai qu'il y a ne serait-ce que 3-4 ans, on se disait on va prendre des bûcherons. Mais en fait, les bûcherons, ça n'existe pas beaucoup. Enfin, ça existe sans doute, bien sûr, mais c'est compliqué à trouver en prestation. Des bûcherons tronçonneuses, on en a quelques-uns. Faut vraiment prendre rendez-vous bien avant si tu as un chantier à faire, parce que c'est pas au mois de février que tu te dis que tu vas couper du bois au mois de mars. Donc voilà, c'est pour ça d'ailleurs que les pelles sécateurs se développent, hein, parce que le travail est beaucoup moins dur, mais il faut qu'il soit quand même bien fait. Nous, pelles sécateurs, ça veut dire reprise à la tronçonneuse derrière, il faut que ce soit propre.
faut que ce soit de l'énergie renouvelable. Enfin, on peut pas se retrouver avec des chicots le problème avec une mauvaise coupe, c'est que si on se retrouve avec un chicot sur le bord, ce chicot-là va générer plein de repousses. Et qu'est-ce qui va se passer 2 ans après, le gars il vous dit mais moi j'ai passé les paresses dessus parce que moi j'en peux plus. Moi. Bah oui, c'était déjà mal coupé au début, donc mal parti, mal arrivé. Hein. Enfin, voilà. Très bien. Ok. Alors oui. Un mot de la fin. C'était juste de rappeler, parce que dans les présentations qui ont été faites, ces structurations qu'on a en Bretagne et ailleurs aussi, puisque c'est Grand Ouest, on a à peu près la même notion sur la partie bocage et à peu près le même bocage. Ces structures coopératives ou associations, hein, tout dépend où on se situe, c'est quand même ces structures qui sont de terrain. Des fois, elles ne sont pas mises tout à fait vraiment en valeur et prises en considération. Alors, Daniel est là pour la partie collectivité. On a un lien fort avec les bassins versants, parce que c'est eux qui s'occupent pour bonne partie aussi de tout ce qui est en lien avec la région, pour nous en Bretagne, sur Brest-Bocage. Enfin, la notion avec les collectivités, elle est, je l'ai dit hier soir, sur cette notion de prix. Alors, je disais, ça rapporte, effectivement, mais il y a le temps de travail qui est derrière. Mais le bois en lui-même, il n'a pas une valeur autant que les autres énergies. Et c'est cette reconnaissance qu'on veut avoir. La reconnaissance qu'on peut avoir, effectivement, le labelliser. Je dis attention, on fait déjà un plan de gestion durable, c'est pour encadrer, et ça c'est au moins le premier niveau. Le deuxième niveau, pour ressortir effectivement, pour avoir une plus-value, il ne faut pas s'enfermer non plus dans un label qui fait qu'on va être dans un cadre vertueux, excessif. C'est-à-dire qu'on doit trouver un moyen où on peut trouver un équilibre pour pas non plus faire fuir les agriculteurs dans un sens, parce qu'on voit bien qu'un label qui peut être excessif, il peut être attiré aussi sur de la réglementation. Donc à peu près, il faut revenir sur un juste milieu où la reconnaissance de la haie, elle peut rentrer par le cadre du PSE qui intègre aussi une labellisation qui est accessible, parce que les 80%, plus on va monter un niveau excessif dans l'appréciation, moins on va être attractif. Chambre de France, sur le pacte haie, on a défendu la massification, et c'est pas par le fait qu'on va ramener quelque chose qui soit exigeant qu'on va développer ce qu'on disait tout à l'heure, les 80% qui vont être intéressés. Enfin, en tout cas, cette notion territoriale vis-à-vis des collectivités, elle est essentielle. Elle est essentielle que ce rapprochement il se fait pour que derrière la notion, et ça je reviens tout à l'heure à ce qui a été mentionné sur tout ce qui est en lien avec l'eau, si on veut gagner sur cette partie-là, il va falloir aussi un investissement et du lien fort avec les collectivités, aussi pour le développement de chaudières. Et ça, certaines l'ont fait, mais on en est encore loin sur certaines. Et la confiance établie avec nos SIC qui sont de proximité, souvent, elles ne sont pas faites au niveau d'experts. Nous sommes des experts dans nos SIC. Et c'est là qu'on a besoin de nous faire confiance pour être aussi dans la décision et dans les orientations. Très bien. Bon, ben, on va s'arrêter là. On va remercier. Oui. Juste un mot pour compléter sur le label, c'est important ce qui a été dit. Nous on fait label haie. C'est une partie seulement, c'est-à-dire qu'on n'arriverait pas à trouver assez d'agriculteurs qui souhaitent faire cet effort. Ça demande beaucoup au niveau de l'exploitation agricole pour s'engager dans ce label. Donc c'est très important qu'il y ait des chartes quand même sur le reste du volume, sur le plus gros du volume finalement, qu'il y ait quand même des chartes pour que les choses soient exploitées durablement, même sans rentrer dans le label qui est un peu la Formule 1, l'élite, quoi. Un peu. C'est important de... Voilà, faut pas, tout passe pas par le label. Et s'il y a d'autres questions, après, vous pourrez parler à nos intervenants. Là, on va les remercier chaleureusement. Merci beaucoup.